Bonjour à tous, bienvenue dans The Journey. Alors aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir un invité d'exception, un bâtisseur de ponts entre les continents. C'est son Excellence ambassadeur Ben-Marc Diendéré. Alors l'ambassadeur Diendéré, c'est actuellement l'envoyé spécial du Canada en Afrique au sein d'Affaires mondiales Canada. Et en tant qu'observateur permanent du Canada auprès de l'Union africaine, il incarne cette nouvelle génération de diplomates qui œuvrent sans relâche à redéfinir les relations entre le Canada et le reste du monde. C'est un stratège en communication, un expert en relations publiques et un défenseur infatigable de la coopération internationale. L'ambassadeur Diendéré nous rappelle que le leadership ne se mesure pas seulement au nom, aux mots, mais surtout aux ponts bâtis et aux portes ouvertes pour les générations futures. Son riche parcours international témoigne d'un engagement sans faille pour le développement de l'Afrique et l'autonomisation des jeunes. Mais au-delà de ses fonctions officielles, ce qui rend son parcours véritablement inspirant, c'est sa capacité à conjuguer la diplomatie et l'action concrète, la vision globale et l'ancrage africain. Alors, dans cet épisode, on va voir tout ça et on va aussi voir pourquoi et comment il accomplit toutes ces actions. On parlera d'engagement, de vision et on définira ce que veut vraiment dire l'Afrique à l'échelle mondiale. Ambassadeur Ben-Marc Diendéré, bonjour. Bonjour, Madame Diaby, comment allez-vous? Alors, je vais très bien. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à Ça me venir fait nous plaisir. parler dans The Journey. Ça me fait plaisir. Écoutez, je suis très heureux d'être là. Et je sais que pour vous, c'est tôt le matin, mais moi, je suis en fin de journée à Addis Abeba. Et la technologie fait qu'on peut se parler à distance et même se voir. Je trouve ça je trouve ça merveilleux. Mais merci pour la présentation. Et puis, je suis très heureux de participer à votre podcast et j'espère que vos auditeurs aimeront ce que nous allons avoir comme conversation pour les Ah, j'en prochaines suis minutes. sûre. C'est toujours intéressant de vous avoir, ambassadeur. Alors, je vous ai présenté, mais moi, j'aimerais que vous vous présentiez avec vos propres mots, si vous pouviez nous dire deux mots. Ben, écoutez, c'est très intéressant parce que généralement, on demande aux gens de se présenter, puis ils commencent par se présenter par leur affaire professionnelle. Moi, je suis le père de Brian, je dis toujours ça en commençant. C'est mon premier rôle dans la vie. Je suis très heureux d'être né où je suis né. Je vous dirais que j'ai aucun privilège ou joie particulière, mais je suis né dans la corne de l'Afrique de l'Ouest, on va dire au Burkina Faso, qui sont mes racines que je chéris beaucoup. Et comme dirait Bouka Diouf, j'ai mon feuillage nord-américain maintenant. Alors, je suis entre deux mondes qui m'ont un peu préparé peut-être au rôle dans lequel je suis en ce moment. Et je pense que ça m'aide un peu dans tout ce que je fais. Alors, donc, je suis le père de Brian qui se trouve à être un diplomate aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai eu toute une vie et vous avez eu la gentillesse de parler de mon parcours et de mes centres d'intérêt. Ah, c'est parfait. Alors, votre carrière, donc, elle englobe la diplomatie, la communication, le leadership. Mais quand vous regardez un peu en arrière, comment vous le décririez vous-même, tout votre parcours professionnel? Mais écoutez, moi, mon parcours, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de tout le monde, sauf avec un peu plus de travail, comme je dis, beaucoup de chance, beaucoup aussi de réseau. Euh, et vous savez, l'histoire des carrières des uns et des autres, c'est un peu, je fais souvent référence au, à la bicyclette qu'on apprend à rouler. Vous savez, quand on est tout petit, on apprend à rouler le vélo, là. Et plus vous en faites, plus vous rendez compte que vous êtes capable d'avancer. Et puis, bon, vous essayez encore plus fort, et puis vous allez un peu plus vite, et tout ça. Et puis, si vous décidez de continuer comme un cycliste professionnel, ben, vous allez monter des montagnes, et puis vous allez les monter plus vite, et les autres. C'est un peu à peu près la même chose. C'est un parcours, somme toute, à mon avis, banal, c'est-à-dire d'étudiants qui a la chance de rencontrer des gens, et puis qui a une bourse d'études qui passe de territoire en territoire avec beaucoup de travail toujours, comme je dis, et puis beaucoup de résilience. On tombe, on se relève et puis on avance.
Puis à un moment, vous avez l'impression que tous ces chemins un peu chaotiques et puis ces expériences elles finissent par tracer un chemin. Mais vous vous rendez compte aussi qu'il y a un peu votre éducation, un peu de de votre formation, et beaucoup de votre formation d'ailleurs, Mhm. et puis aussi vos choix personnels. Alors, un peu comme des couches d'oignons, comme je dis aux gens souvent. Il y a plusieurs pelures dedans. Et puis finalement, vous avez l'oignon qui fait, pour rendre ça plus imagé pour vos auditeurs. Et avec le temps, j'ai réalisé que j'avais une pelure, une partie de mes oignons qui était très ancrée dans ma communauté, une autre très ancrée dans la formation, une autre qui était mes hobbies, les choses Mhm. que j'aimais faire dans la vie, la culture, par exemple, et puis la philanthropie, et puis aussi à la fin mon réseau. Donc ça fait des pelures d'oignons les unes après les autres qui à la fin donnent quelque chose d'intéressant. Beaucoup de gens ont eu le même parcours que moi, je suis certain, mais on n'est pas atterri à la même au même à la même table. Ok. Et tant mieux, parce que chacun a une expérience unique à vivre. Parfait. Et en fait, moi, j'aurais aimé ça parce que vous avez étudié au Canada, hein, n'est-ce pas? Et Oui. comment cette expérience, elle vous a, elle a façonné votre vision du monde? Parce que le Canada, c'est vraiment un autre, c'est bon, on sait que c'est en Amérique du Nord et quand on est issu des continents africains, c'est vraiment comme un chamboulement. Comment vous l'avez vécu? Écoutez, le Canada m'a ouvert l'esprit. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai découvert la valeur de la diversité, les gens différents ensemble. Quand on est né en Afrique, et puis surtout dans notre cas, nous, euh, la diversité, elle n'est pas raciale. On la voit, elle est ethnique, elle est le reste. Mais pour la première fois, je me suis senti noir. Je ne sais pas comment vous dire, expliquer ça. Tant que j'étais au Burkina Faso, je pensais même pas à ma race, ma couleur ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, oui, il y a ce je ne sais quoi qu'on ne peut pas cacher, qu'on ne peut pas amener nulle part, et puis que même pour qu'on cacherait, qui était réel. Donc la diversité a été au cœur de mon expérience canadienne. Et paradoxalement, j'ai eu conscience aussi de la richesse de mon identité africaine. On dirait que tout d'un coup, je devenais cool. Je me sentais in. Tu sais, il y avait quelque chose là à apporter quand on a 19 20 ans et pourquoi on est obligé de vivre dans un endroit où ta diversité est raciale et identitaire est d'abord raciale. Ensuite, bon, il y a tous les éléments de culture. Et puis quand on vit à l'étranger, on apprend à regarder son continent avec fierté. C'est bizarre, hein? Mhm. On dirait qu'on l'a quitté, puis là, oups, tout d'un coup, on regarde avec fierté, mais avec beaucoup de lucidité. Moi, dans mon cas, il y avait beaucoup de lucidité dedans. Euh, et à la fin, on se dit, il faut tous qu'on y croit en nous-mêmes. Là. Il faut finir par croire en soi-même, parce qu'il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de... pour vous sortir du trouble quand vous êtes dans le trouble. Quand vous avez mal à la tête, vous avez mal à la tête tout seul. Euh, et ça fait des personnes intéressantes. Donc, mon identité canadienne, elle a beaucoup forgé, elle a été beaucoup forgée sur mes racines africaines. C'est très intéressant, ce parcours-là pour moi. Ah, parfait. Et en fait, l'Afrique, elle est souvent appelée le continent de l'avenir. Mais cet avenir dépend beaucoup des choix qu'on fait aujourd'hui. Alors, pour vous, quel type de leadership pensez-vous que l'Afrique a besoin aujourd'hui? Écoutez, j'ai ce truc que je dis souvent aux gens. Je déteste tellement donner des leçons aux gens par rapport à une chose, à cette chose qui s'appelle un continent. C'est Mhm. 54 pays. Euh, c'est c'est- c'est aussi divers que vous pouvez imaginer le Canada dans sa diversité. Alors, euh, et quel est le genre de leadership que ça prend? Déjà, tout le travail, je vous dirais, qui est post-esclavage, post-colonial, qui est encore là. Les gens ont l'impression que les choses sont loin, elles sont lointaines, mais la colonisation, les gens sont en train de fêter les 50 ans. J'étais à Luanda il y a à peine 2 jours et dans un mois, ils vont fêter les 50 ans de leur indépendance. C'est Mhm. mon âge. Vous savez, on veut que l'Afrique aille vite, on veut qu'elle fasse des choses exceptionnelles si vite et puis qu'elle oublie ce qu'elle a vécu et tout ça. Mais c'est des traumatismes profonds. La colonisation en a été un, l'esclavage avant ça. C'est pas, on a quoi?
5 siècles de privation de droits et d'anéantissement des cultures. Comment vous voulez que les gens se redressent de ça très vite? Ceci dit, dans le leadership, qu'est-ce que ça prend pour le continent? Comme je dis, j'aime pas donner les leçons, mais il y a des choses simples Mhm. pour moi. Commençons déjà par la base. Euh, est-ce qu'on a le sens de la collectivité? Est-ce qu'on a le sens de la solidarité? Est-ce que les droits humains sont protégés? Vous savez, vous et moi qui vivons en Amérique du Nord, on a cette chose qui s'appelle la sécurité. On se lève pas le matin en se disant, est-ce qu'on va se faire attaquer aujourd'hui? Est-ce qu'on va se faire arrêter arbitrairement? Il y a une espèce de truc qui s'installe quand vous avez une espèce de sécurité en vous qui s'appelle pour moi la confiance de se sentir, de se déployer, d'être créatif et de vouloir pour soi-même. Alors, en ce moment, ce qui est intéressant sur le continent, comment vous dire ça? Cette jeunesse qu'on appelle la jeunesse Z, là, les Gen Z, là, qui est, qui, qui, qui est là, qui n'a pas connu une certaine misère, une certaine, comment on dit ça, une certaine misère politique, disons-le comme ça, mais qui voit le monde à travers une petite chose qu'on s'appelle un téléphone intelligent ou un ordinateur, qui voit le monde de là et qui savent tout d'un coup que leur situation, ils ne sont pas condamnés à la vivre et qui ne veulent pas vivre comme leurs grands frères, ils ne veulent pas vivre comme leurs parents, et puis qui veulent exiger beaucoup. Il y a une sorte de leadership en arrière de ça, de se lever collectivement, ces jeunes-là, et de dire enough is enough. Je ne ferai pas les choses comme les choses vont. L'éducation est pour beaucoup dans le leadership. Mhm. J'ai déjà entendu une chose intéressante, Madame Diaby, et pour vos auditeurs, je pense que c'est un ministre norvégien à qui on a posé la question, pourquoi vous faites tant de choses comme ça pour vos populations et tout ça, parce qu'il dit, bah, mais parce qu'on aime nos populations. Mhm. On aime les gens. J'ai trouvé ça tellement simple et brillant, l'idée de dire j'aime ma population et I care. Mhm. Je veux que ça marche pour eux. C'est pas des étrangers, c'est ma population. Je les aime et ils m'aiment et il faut qu'on fonctionne. Je trouvais que la base d'aimer ces gens et de vouloir qu'ils réussissent, il y a quelque chose qui est comme au cœur de la, du leadership. En tout cas, ce niveau global, là, quand on parle à des échelles comme des continents. Mhm. Mais c'est bien que vous parliez de la Gen Z parce que moi, j'aurais aimé savoir, parce que vous êtes très impliqué dans la cause des jeunes, la question de la jeunesse et de l'éducation. Et selon vous, donc, le plus grand défi et la plus grande opportunité pour la jeunesse africaine, vous en avez un peu parlé, mais si vous pouvez encore un peu plus détailler. Écoutez, je vais vous dire, le plus grand défi pour moi, c'est l'accès à l'éducation. C'est l'accès à l'éducation. Appelez-le ce que vous voulez, mais la formation. Mhm. J'ai des mentors qui m'ont dit une fois comme ça que tout ce que j'avais entre les deux oreilles, personne ne pourrait me l'enlever. On peut me discriminer, on peut me faire toutes sortes de choses, mais on ne pourra pas m'enlever ce qui est au milieu de mes deux oreilles. Et c'est ce je ne sais quoi-là qui fait que vous prenez des décisions, que vous avez de l'altruisme, que vous savez que vous pouvez y arriver. Ça vient par la formation, par l'éducation. Tout le monde n'est pas fait pour l'éducation au sens des grandes études poussées et tout ça. Mais si vous êtes bon dans ce que vous faites, et puis si mon fils m'entendait, il vous dirait, mon père, il va vous le répéter tout le temps. Je lui disais, si tu veux être un éboueur, je veux que tu sois le meilleur éboueur de la planète. Si tu veux être un agriculteur, sois le meilleur agriculteur de la planète. Pousse un peu tes limites et puis pousse-toi et tu vas voir que les choses peuvent avancer pour toi. Mais la plus grande opportunité, c'est l'énergie incroyable de cette jeunesse-là. Mhm. Et il y a quelque chose, euh, elle est inventive, elle est connectée, elle est audacieuse. Vous avez juste à les regarder sur TikTok. Et ils crèvent, vous vous le dites, mais mon Dieu de grâce, si les gouvernements pouvaient mettre des politiques, des policies, pas des politics, là, des policies en place pour capturer la partie créative de ces jeunes-là, on serait ailleurs.
Et il faut lui faire confiance. Si on investit en elle, elle changera le continent et puis le monde. Je crois en cette génération-là. J'en ai Mhm. rencontré il y a 2 semaines au sommet des Skills Week, des compétences Ok. et des jeunes. Juste les écouter. Je n'étais pas si intelligent à leur âge. Je m'assois puis je me dis, mince, quand même, ils ont plus de connaissances que vous et moi au même âge. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de les regarder, de les écouter comme il faut. Oui, et justement, toute cette jeunesse, la Gen Z dont vous parlez, euh, c'est pas la même époque que nous, mais la perspective sur la culture et la narration, le discours qu'on a sur l'Afrique actuellement, dans la promotion et dans l'image de l'Afrique à l'échelle mondiale, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas, on a encore ce narratif, vous en parlez tout à l'heure, la legacy, enfin, tout le poids de ce qui s'est passé en Afrique. Comment c'est quoi votre perspective de ça sur le narratif aujourd'hui? Ah, le rôle est immense. Et comment on raconte l'histoire? Narration ou storytelling, vous me direz. Comment on la raconte, l'histoire? Euh, la culture, c'est notre première diplomatie. Pour tout le monde. C'est ce par quoi on interagit avec les gens, c'est ce par quoi on rentre en lien avec les gens. Mhm. Ça change les choses. Nos artistes, nos cinéastes, les écrivains racontent une Afrique vivante, créative et fière. Il faut juste qu'on s'arrête et qu'on l'écoute davantage. Euh, Pendant trop longtemps, on a raconté l'histoire de ce continent-là à leur place. Aujourd'hui, ils doivent reprendre la plume, ils doivent la dire, sans complexe, sans rien. Et c'est ce qu'ils font. Ils n'attendent pas l'envoyé spécial du Canada pour leur dire quoi que faire. Ils le font déjà. Et c'est maintenant, est-ce que nous, on a les oreilles pour les écouter? Ça, c'est l'autre affaire. Parce que regardez nos blocs médiatiques. Euh, Mhm. on- quand vous êtes, vous et moi, vous savez ça, que quand on est au Canada, euh, même le son est différent. Ce que vous entendez dehors est différent parce que vous Mhm. êtes dans une culture avec un autre rythme musical, pressé par le rythme nord-américain des États-Unis, très fort dedans, et de temps en temps les musiques du monde, comme on appelle, qui fait que, écoutez, j'étais à Luanda, puis j'ai dit au chauffeur de mettre la radio en marche. Toute la sonorité était différente. C'était en portugais. J'étais tombé dans une autre vibe et je me disais, mon Dieu, le monde a un son. Le monde a un son, où qu'on Mhm. soit. J'étais en Algérie, de la voiture, je pouvais entendre aussi que le son était différent. Quand vous êtes à Accra, le son est différent. Euh, oui, il faut la raconter l'histoire. Il faut la raconter, mais la culture va être un vecteur important de le faire. Et les politiques aussi. Je pense que l'espèce de démocratisation du média aujourd'hui, où tout le monde peut dire maintenant ce qu'il voit de son coin du monde, fait que ça va se faire. Ça va Mhm. se faire. Et en tout cas, je vous le dis que si vous arrivez dans certains endroits en Afrique et puis vous commencez à les interpréter, il y en aurait deux, trois pour vous rappeler que de vous asseoir et puis d'attendre votre et comment on dit ça, de vous asseoir et de profiter de vos privilèges en Mhm. attendant qu'on revienne à vous. Ok, effectivement. Vous parlez beaucoup toutes vos expériences parce que avec votre rôle, ça vous fait voyager, ça vous fait rencontrer beaucoup de personnes et en fait, on comprend que vous êtes quelqu'un du terrain et votre carrière, en fait, elle a été marquée par des rôles importants. Mais est-ce que vous avez une mission ou un moment charnière un projet qui a vraiment redéfini votre approche du leadership? Oh, écoutez, ça, il y en a des moments très loin dans ma tête. J'ai souvenir de l'importance de bien se présenter, de bien communiquer par un professeur il y a très longtemps dans ma vie, au lycée d'ailleurs. J'ai aussi des expériences où j'ai vu euh, la misère à un tel point que je me suis dit, ça ne peut pas être ce qui définit un être humain que ça ne peut pas résumer cette personne-là. Mhm. Euh, que je me suis dit, OK, je dois tout faire pour ne pas me retrouver dans cette situation. Et je dois tout faire pour que ça ne m'arrive pas.
Euh, Récemment, il y en a encore plusieurs. D'ailleurs, ma première rencontre avec l'envoyée spéciale pour les femmes pour l'Union africaine, Madame Bineta Diop, que j'ai rencontrée, et qui nous parlait de viol dans un lieu de réfugiés d'une petite fille. Et elle le racontait avec la prémisse de base que cette petite fille a juste eu une tache rouge sur sa robe qui l'a montré, qui l'a mise quasiment en danger devant peut-être un prédateur qui tournait dans ce camp-là Mhm. et qui a dit qu'elle était peut-être mûre pour quelque chose, Mhm. puisqu'elle a quelque chose de rouge sur sa robe. Mais elle a été violée. Puis le lendemain, elle ne parlait plus. Puis le Mhm. lendemain, on avait dans la main non pas une petite réfugiée, mais une petite réfugiée violée. C'est-à-dire qu'elle était en lieu de sécurité, elle était en lieu où il ne devait rien lui arriver, Mhm. mais ça lui est arrivé quand même. Vous savez, c'est des moments où vous vous rendez compte que oui, je sais pourquoi je fais ce job. Parce que moi, dans ma tête, et d'homme d'affaires qui était assis là, je n'étais plus en train de penser à la tache rouge où, bien sûr, le criminel, il fallait le trouver, mais Mhm. j'étais en train de me dire comment on fait pour avoir des cotons hygiéniques et des tissus hygiéniques pour des filles dans cette partie du monde ou quand elles sont dans un camp de réfugiés. Mhm. Pas de leur envoyer ça en don. Il y a toutes des usines pour fabriquer pour que les femmes n'aient pas à subir la prédation des hommes parce que tout simplement ils voient une tache rouge sur elles. Et combien de filles ont subi ça? Vous savez? Alors, donc, et votre mission tout d'un coup de terrain se définit au fur et à mesure de vos expériences. Mhm. Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis allé m'asseoir, mais ma personne préférée en Éthiopie, elle s'appelle Maria, et elle tient un refuge de jeunes filles qui ont été violées ou agressées sexuellement et qui ont eu des bébés. Mhm. C'est mon, c'est mon endroit pour aller me recentrer. Je l'appelle Maria parce qu'elle a un certain âge, elle a le même nom que ma mère qui s'appelle Marie. Et je vais m'asseoir avec elle, juste pour parler. On parle de tout et de rien, elle me raconte ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a vécu les 2 derniers mois, et elle me demande mes nouvelles. Mais juste pour me rappeler que ma mission, elle est plus concrète que les gens n'imaginent. Vous savez, quand on est dans des rôles multilatéraux comme ça, les gens pensent que vous parlez, vous faites le cute, vous faites des cocktails, des choses ici et là, mais vous êtes aussi un éveilleur de conscience. Vous êtes elle, chez elle, quand j'arrive, il y a un ambassadeur canadien et en particulier l'envoyé spécial du Canada, un pays du G7, qui est Mhm. chez elle, pas pour lui donner des leçons ou quoi que ce soit, mais juste pour jaser avec elle. Donc, tout d'un coup, le drapeau sur la voiture au devant chez elle, plus toute la sécurité que ça requiert, ça lui donne une espèce aux yeux de ces filles pour lesquelles elle travaille, qui leur disent, voyez-vous, je reçois des gens qui ont été nommés par leur pays, des gens qui ont un certain pouvoir, si vous voulez, entre griffes, bien entendu, et Mhm. ça fait partie de la mission. C'est une réponse longue pour quelque chose de très... On peut chercher à mettre le doigt sur une affaire, mais tout ça pour vous dire que c'est une construction. Votre mission, vous allez la découvrir au fur et à mesure de vos expériences et vous dire, ah, je sais pourquoi on m'a nommé. Ah, je Mhm. sais pourquoi je suis aujourd'hui ici. Mhm. C'est comme ça que j'aborde ma mission. Non, mais c'est très intéressant, puis ça ouvre les yeux sur justement le rôle, votre rôle, parce qu'on a souvent l'impression, comme vous dites, que c'est un rôle de représentation, mais c'est aussi un rôle de terrain avec des choses que vous pouvez ensuite, des plaidoyers que vous pouvez faire pour changer les choses. Et vous parliez Hmm. de cette jeune fille, mais est-ce que, comme vous êtes vraiment sur le terrain, le rôle de la femme et la place de la femme africaine, avec ce que vous avez vu ou ce que vous voyez dans votre rôle, comment vous voyez ce rôle-là de la femme africaine, son apport qu'elle peut, parce que il y a un quart des femmes en Afrique qui sont entrepreneurs, par exemple. Donc, il y a vraiment une force féminine pour Je le suis d'accord. développement de l'Afrique. Donc, vous, avec votre position d'envoyé spécial du Canada, comment vous pouvez voir ça pour les femmes et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui entreprennent et qui veulent aussi faire partie du changement?
Je pense que je suis reconnu à Addis Abeba pour mon implication dans les questions des femmes et les questions d'entrepreneurship en particulier. Bien sûr, les violences faites aux femmes, ça m'agace au plus haut point. Tous ceux qui visitent la maison savent qu'ils vont retrouver la photo de Rebecca Cheptegei, qui était l'athlète kenyane qui s'est fait tuer par son mari par jalousie. Ça trône dans ma maison, pas parce que je quoi que ce soit. Je veux que les gens disent son nom, parce que c'est pas banal de tuer quelqu'un par jalousie Mhm. quand on est des lâches comme les gens peuvent l'être. La question de l'entrepreneurship des femmes est très importante. L'Afrique, ce continent de 54 pays, repose sur les épaules des femmes. Mhm. Et je suis prêt à me mettre sur la place publique, qu'on me jette de l'essence et puis qu'on me brûle là-dessus. Il faut les voir. Quand vous êtes dans votre voiture, vous regardez les femmes marcher dans la rue. Quand vous êtes dans les milieux ruraux, vous voyez comment les femmes sont en train de tenir les choses. Ça me faisait penser longtemps que quand j'étudiais en sociologie, on a dit une fois, dans le cas des femmes en Afrique, que c'était les femmes, les greniers et les capitaux. Et ça m'est resté comme dans la tête. C'est vraiment la source de la nourriture, la source d'une certaine sécurité. Puis, ce truc absolument effroyable d'être des aidantes naturelles toute leur vie, littéralement. La majeure partie des femmes et des jeunes filles vont être au travail tout le temps en Afrique et souvent même sans l'aide de personne. Les choses changent. Elles deviennent des entrepreneurs, elles deviennent, elles deviennent des personnes aguerries pour les choses qui comptent. Moi, j'aime leur implication dans les questions de paix et sécurité aussi, parce que tout ce qui est guerre ou crise politique, elles finissent par être les premières victimes de ça. Et souvent, sans même qu'elles aient rien, elles n'ont rien à voir dedans, dans ces trucs de machisme et de guerre inutile inventée par les hommes pour montrer leurs muscles et leur pouvoir. Euh, oui, la question des femmes est importante. Oui, la question des femmes entrepreneurs est très, très importante. Ceci dit, l'autre truc que j'ai envie de dire par rapport aux femmes et l'entrepreneurship en Afrique, c'est pas de rêver les femmes comme on les rêve en Occident, Mhm. avec un tas de choses qui sont très difficiles à mener parce que ça crée plus de problèmes aux femmes sur un continent comme l'Afrique qu'autre chose. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Par contre, euh, et toute la question de l'industrialisation. Il n'y aura pas d'industrialisation en Afrique si on ne met pas les femmes dans cette chaîne. Mhm. Parce qu'elles savent, dans les fermes, elles sont là, dans la récolte, elles sont là, dans la conservation des choses, elles sont là. Il faut qu'on recrée une espèce euh, d'innovation à l'africaine, à la façon dont les gens le font, avec leur réalité. Il Mhm. n'y aura pas des usines comme on les voit aux États-Unis, comme au Canada ou comme on les voit en Europe. Il va y avoir des usines, certainement, mais avec la réalité d'ici. Au Bénin, demander aux femmes qui font les mangues séchées ou qui font des jus de tamarin ou qui font des épices, là, des trucs pimentés. Il y a des fois, je regarde tout ça et puis je me dis, nous, on les a dans nos rayons à perte de vue chez Métro ou chez Loblaws ou je ne sais pas quoi. Et imaginez tout ça mis en boîte, bien étiqueté, mis et puis qui deviennent des choix pour les consommateurs, la consommation locale. On donnerait de l'argent à ces femmes-là et puis le monde en s'en tiendrait très, très bien. Mhm. Moi, je suis un vrai fan. En tout cas, pour vous dire, là, je suis un vrai, vrai fan de leur entrepreneurship et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour elles. Pas de la pitié, j'ai une profonde empathie et de l'admiration pour ces femmes-là. Souvent, la plupart du temps, d'ailleurs, je dis mes tantes ou mes mamans, tu sais, pour montrer aux gens jusqu'à quel point j'y tiens en particulier. Ça ramène la réflexion, surtout au plan multilatéral quand vous êtes assis dans une salle avec plusieurs ambassadeurs en disant, lorsque nos mamans, les gens, ils redressent différemment parce qu'ils voient bien de quoi tu es en train de parler. Tu n'es pas en train de parler de statistiques ou un peu flou ou quoi que ce soit. Quand je dis lorsque nos mamans ou nos grand-mères ou nos sœurs, euh, et c'est plus que des mots que je place au cœur de la réflexion l'importance de mettre un nom et de mettre une personne dans la décision ou dans la réflexion qu'on porte.
Mhm. Merci beaucoup pour votre réponse. Là, on arrive vers la fin de l'entrevue. Alors, j'ai deux dernières questions. Alors, si vous pouviez donner un seul conseil au jeune Ben Mark qui n'est pas encore envoyé spécial au Canada, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous lui diriez? Ah, sois patient, mais ne cesse jamais d'avancer. Il faut vivre. D'accord. Sois patient et ne cesse jamais d'avancer. Ce Mhm. serait la chose que je lui dirais. Et puis, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais chaque étape, chaque échec t'amène là où tu dois être. Ah. Donc, sois patient, puis lâche pas. Et donc, pour conclure, quelle est la chose la plus importante que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent de votre parcours jusqu'à présent? Encore là, sans donner de leçons à personne, chaque parcours est unique. Je pense que je demanderais aux gens de ne pas chercher à copier, euh, de créer leur propre chemin. Je crois ça profondément, peut-être que parce que je suis religieux ou parce que je suis un croyant. Mhm. Euh, et surtout, je dis aux gens, servez, mettez-vous au service d'eux, mettez-vous au service d'eux, et puis, parce qu'au fond, le vrai leadership, c'est celui qui élève les autres. Moi, je crois à élever les autres. Tout seul, c'est trop inconfortable. En tout cas, moi, je n'aimais pas ça du tout. C'est pourquoi j'étais à l'origine de certaines initiatives comme Excellence Québec, où tout seul, je disais à mon ami Madeleine, on est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas vrai. La réalité, c'est que quand on est nombreux, le plaisir du succès, le plaisir de... Comme en diplomatie en ce moment, il y a plusieurs Africains d'origine, afro-descendants d'origine. Quand vous êtes nombreux, il y a quelque chose de bâtir une communauté et un message. Chaque parcours est unique, je le rappellerai. Prenez soin de vous et puis acceptez, avancez, puis pensez à servir les autres. Ah, parfait, merci pour ces beaux mots très inspirants pour finir. Alors, Votre Excellence ambassadeur Ben-Marc Diendéré, je vous remercie. Moi, j'invite tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent à vous suivre sur vos réseaux. Donc, vous avez une page LinkedIn très dynamique et vous êtes aussi sur X, anciennement Twitter. Et donc, Ouais. voilà, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Diaby. Au D'accord. plaisir. Au Et plaisir bien des choses à et vos auditeurs. merci. Alors, au prochain épisode. À bientôt.